Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour, merci de m'accueillir. Il me revient la lourde tâche d'introduire cet après-midi au superbe titre « Les processus transformateurs, territoires de l'utopie ». Ce thème est d'autant plus important que nous sommes quelques-uns aujourd'hui, en France et ailleurs, à être déçus parfois de la timidité des grandes structures et des États en matière d'éducation artistique et de politique culturelle. Et c'est souvent sur les territoires, dans des expériences qui peuvent apparaître minuscules, que naît ou renaît l'espérance. Certes, nous voyons ici, de temps en temps, émerger quelques textes qui indiquent qu'on fait quelques petits pas. Mais nous restons néanmoins dans une vision de gestionnaire quand nous aurions besoin aujourd'hui de véritables visionnaires. Nous avons besoin, plus que jamais en matière d'éducation artistique et de culture, d'une vision, d'une ambition et d'un vrai projet fédérateur. Nous avons besoin de ce que j'aime à appeler une utopie de référence. Car la seule véritable utopie, mesdames et messieurs, c'est de penser qu'on pourrait se passer d'utopie. Nous avons besoin d'utopie pour fixer le cap, pour savoir où nous allons, pour nous donner aussi le courage de militer pour y aller. Nous avons d'autant plus besoin d'utopie aujourd'hui que vous-même, chacune et chacun dans le travail qu'il effectue au quotidien, a souvent le sentiment de ramer à contre-courant. Quand ce n'est pas, et excusez-moi pour les étrangers d'employer une formule usitée en France, quand ce n'est pas le sentiment de devoir vider l'océan avec une petite cuillère. Le monde dans lequel nous vivons est inquiétant. Dans un texte prémonitoire écrit par un des plus grands penseurs de la modernité, Gilles Deleuze, en 1990, ce dernier nous expliquait qu'après les sociétés de souveraineté, les sociétés féodales, qui étaient construites autour de la puissance du chef, étaient advenues les sociétés disciplinaires, construites autour des grandes institutions, l'armée, l'école, la prison. Michel Foucault, célèbre philosophe français, avait théorisé ce temps des sociétés disciplinaires. Et Gilles Deleuze explique qu'est venu aujourd'hui le temps de ce qu'il appelle les sociétés de contrôle. Les sociétés de contrôle, dit-il, ne sont plus des sociétés où l'on enferme les individus dans des cadres, ce sont des sociétés où on les piste. Ce sont des sociétés où chacun d'entre nous est identifié, fiché, où les individus ne sont plus que Gilles Deleuze appelle des dividus, dans des masses, où nous apparaissons comme des segments de marché, voire des échantillons, des clients potentiels pour ceux et celles qui semblent définitivement avoir gagné le pouvoir, ceux et celles qui tiennent la finance. Gilles Deleuze écrit « La famille, l'école, l'armée, l'usine ne sont plus des milieux distincts qui convergent vers un propriétaire, mais des figures chiffrées, déformables et transformables d'une même entreprise qui n'a plus que des gestionnaires. Même l'art, dit-il, a quitté les milieux où il se développait traditionnellement pour entrer dans les circuits ouverts de la banque. Le service de vente est devenu le centre ou l'âme de toute la grande entreprise dans laquelle nous vivons. On nous apprend d'ailleurs aujourd'hui que les entreprises ont une âme, ce qui est bien la nouvelle la plus terrifiante du monde. L'homme d'aujourd'hui, ajoute Gilles Deleuze, n'est plus l'homme enfermé, il est l'homme endetté. Il n'y a plus besoin, termine-t-il, de science-fiction pour concevoir un mécanisme de contrôle qui donne à chaque instant la position d'un élément en milieu ouvert, comme un animal dans une réserve, l'homme dans la société. Ce nouveau régime de domination, comme l'appelle Gilles Deleuze, est aujourd'hui au pouvoir, et ceux qui ont le courage de le dénoncer attendent désespérément qu'un pays démocratique veuille bien leur accorder le droit d'asile. Alors face à cette réalité, on pourrait se complaire dans la dénonciation, dans les pleurs, voire dans quelque chose que les intellectuels et les artistes aiment beaucoup, une sorte d'esthétique de la désespérance. L'esthétique de la désespérance fait d'ailleurs recette, y compris dans les festivals les plus prestigieux. Mais à cette esthétique de la désespérance, je préfère l'attitude présentée par l'écrivain italien Italo Calvino dans un texte qui clôt son superbe livre « Les villes invisibles ». Voici ce qu'il écrit. « L'enfer des vivants, écrit-il, n'est pas chose à venir. S'il y en a un, c'est celui qui est déjà là.
L'enfer, c'est ce que nous habitons tous les jours. Mais il y a deux façons de vivre dans l'enfer. La première réussit aisément à la plupart. Accepter l'enfer, en devenir une part au point de ne plus le voir. La seconde manière de vivre l'enfer est risquée et elle demande une attention, un apprentissage continuel. Elle consiste à chercher et savoir reconnaître qui et quoi au milieu de l'enfer n'est pas l'enfer. Elle consiste à chercher et savoir reconnaître qui et quoi au milieu de l'enfer est signe d'espérance. Elle consiste à chercher à faire place et à faire durer ce qui, au milieu de l'enfer, est signe d'espérance. Ce sont les territoires en mutation, les territoires transformateurs dont nous parlons aujourd'hui et dont on témoignera tout à l'heure. Alors, c'est bien l'attitude d'Italo Calvino que pour ma part je prônerai. Regardez, cherchez au milieu de ce monde marchand ce qui donne le signe de la possibilité d'autre chose. Tracez les contours d'une utopie possible pour vous, pour chacun d'entre nous, qui nous permettent à la fois de vivre, mais aussi de manière contagieuse, de créer et d'être heureux. Alors je vais énoncer comme cela, peut-être un peu vite parce que le temps est compté, quelques-unes des pistes de cette utopie que les territoires transformateurs d'aujourd'hui nous permettent de commencer à entrevoir. Première piste, face à un monde régi par l'hégémonie de la pulsion, dans les territoires transformateurs, on réhabilite le désir. La pulsion n'est pas le désir. La pulsion, dont la matrice est la pulsion d'achat, c'est l'impulsion. La pulsion, c'est la volonté de réaliser tout de suite et immédiatement ce dont on prétend avoir besoin avant de revenir à l'électroencéphalogramme plat. Ce qui caractérise le désir, mesdames et messieurs, c'est qu'une fois réalisé, le désir ne s'éteint pas, il grandit. Comme le dit le poète René Char, parlant du poème, le poème est l'amour réalisé du désir, demeurer désir. Face à un monde qui nous incite à satisfaire toujours de plus en plus nos pulsions, nous devons réhabiliter le désir. Ce qui ne s'éteint pas quand il se réalise, mais engendre et génère d'autres désirs. Le désir d'apprendre, par exemple, n'éteint pas le désir d'apprendre. Il engendre un désir d'en savoir encore plus. Le désir de la présence de l'être aimé, s'il est réellement aimé, engendre encore plus le désir de cette présence. Alors oui, contre un monde régi par l'immédiateté, le tout de suite, la satisfaction immédiate, la pulsion d'achat, nous disons que le désir doit encore avoir sa place et que nous devons pouvoir prendre le temps de désirer. Prendre le temps de désirer, c'est-à-dire résister à consommer. Parce que, et c'est la deuxième piste que je voudrais développer avec vous, face à la frénésie consommatrice dans laquelle nous vivons, les territoires que vous explorez sont ceux où l'on partage la richesse inépuisable de la création et de la culture. Il y a deux types de biens, mesdames et messieurs, dans le monde. Ce que l'on pille et qui s'épuise en tuant le monde, et ce que l'on partage et qui se multiplie précisément parce qu'on les partage. Celui qui transmet ce à quoi il croit, la culture qu'il a acquise, celui qui transmet ce qu'il a créé, ne perd pas ce qu'il possède. Au contraire, il le multiplie. Ce que je donne à l'autre en matière culturelle et artistique ne m'appauvrit jamais, mais m'enrichit et enrichit le monde. Il y a là quelque chose de fondateur, me semble-t-il, pour les utopies qui sont notre objet aujourd'hui. Pouvoir accéder à des biens qui, quand on les consomme, ne s'épuisent pas, mais se multiplient. Quelque chose de fondateur qui inverse radicalement cette triste réalité que décrit le philosophe Marcel Gauchet quand il explique qu'une des caractéristiques de la postmodernité, c'est une inversion anthropologique fondamentale entre les lieux de jouissance. Il montre que pendant des siècles, l'homme a souffert par son corps et que la rédemption venait par l'esprit, par la création, par l'art. Et qu'aujourd'hui, de toutes parts, on nous enjoint de jouir par notre corps et que l'on nous laisse entendre qu'en revanche, la culture et les biens de l'esprit ne suscitent que de la souffrance. Alors oui, pour beaucoup d'enfants, mesdames et messieurs, il ne fait pas bon se prendre la tête dans un monde qui vous enjoint à prendre son pied. Oui, effectivement, la jouissance de l'intelligence, de la créativité, n'est plus aujourd'hui à l'ordre du jour quand il s'agit essentiellement de jouir par prothèse technologique interposée de ce que l'on peut consommer immédiatement. Ainsi, et c'est la troisième
pistes contre la domination des usages marchands. Vous, dans les territoires que vous explorez, vous imaginez et vous inventez des occasions d'accéder gratuitement au symbolique. Le symbolique, c'est le contraire de l'obscène. L'obscène, c'est la télé-réalité, c'est tout voir. C'est quand la caméra pénètre dans les consciences jusqu'au plus intime du plus intime. Et quand tout est vu, il n'y a plus rien à penser. La sidération, comme le dit le cinéaste Wim Wenders dans un film célèbre, se substitue à la réflexion. Nous sommes captés, hypnotisés par l'image, interdit d'accéder à la pensée symbolique. La pensée symbolique, c'est celle qui se travaille avec des enfants très jeunes. Quand on vient sur la scène d'un théâtre, que déjà on comprend qu'il y a une scène et une salle, et que l'on passe de la gesticulation au geste. Le geste, un geste. Louis Jouvet disait que dire bonjour sur une scène de théâtre, c'est tendre la main de telle manière que ça fait mal, que chacun des muscles de la main fait mal, parce que c'est atteindre cette perfection dans le symbolique qui fait que ce n'est plus quelqu'un qui tend la main que nous voyons, mais à travers ce quelqu'un. C'est un salut à l'humanité tout entière. Alors oui, nos enfants ont du mal à accéder au symbolique. Et pour qu'ils accèdent au symbolique, ils ont besoin de médiation. Ces médiations que leur offre précisément l'éducation artistique et culturelle à travers sa multitude de disciplines, que ce soit bien sûr le théâtre, mais que ce soit la musique, que ce soit l'architecture, quand on construit des cabanes, par exemple, que l'on fait des petites maisons miniatures, ce qui est déjà une manière fantastique d'accéder au symbolique, mais que ce soit bien sûr la danse, forme de symbolique tout à fait extraordinaire. Le symbolique impose le plus de sens possible pour le moins d'effets inutiles. Dans un monde de l'image où nous avons le plus d'effets inutiles pour le moins de sens possible. Le plus d'effets inutiles pour le moins de sens possible, mesdames et messieurs qui n'êtes pas français, vous le trouvez dans les parcs d'attractions. Vous le trouvez quand vous allez au Futuroscope à Poitiers et qu'on vous fait descendre une rivière dans une salle de cinéma en vous installant sur un fauteuil monté sur des vérins hydrauliques avec des écrans à 360 degrés, avec du son surround, comme on dit, et même en vous envoyant de la pluie sur la figure pour que vous ayez vraiment le sentiment de descendre la rivière. Alors là, vous avez de l'effet. Pour avoir de l'effet, il y a de l'effet. Et quand vous sortez de là, vous n'avez plus du tout envie de descendre la rivière, mesdames et messieurs. Vous avez eu l'effet. Vous n'avez plus besoin d'avoir le fait. La société des effets, la société de la surenchère des effets, est une société qui nous exonère de l'expérience intime du fait fabuleux, du fait artistique, du fait historique. Alors oui, il faut aider nos enfants à accéder au symbolique et à ne pas les laisser prendre dans les raies de la société des effets. Pour cela, nous avons des combats à mener. Utopiques, certes, mais je préfère voir ce qui émerge, comme le dit Italo Calvino, que me complaire dans la désespérance. Oui, il faut mener le combat contre l'hégémonie du prix pour une politique de la valeur. Oui, mesdames et messieurs, il ne faut pas confondre le prix et la valeur. Comme vous le savez, une tonne de blé à la bourse de Chicago change environ 20 fois de prix en une heure. Un baril de pétrole a une trentaine de prix entre le moment où il n'est pas sorti de terre, mais où on pressent qu'il va sortir, et le moment où il est vendu. Le prix, c'est tout sauf l'humain. Le prix, c'est l'hégémonie de la lutte et du rapport de force pour faire baisser les prix. Par rapport à cela, nous avons à militer, oui, pour une évaluation non pas exclusivement quantitative sur des standards fustiles internationaux, mais pour une évaluation qualitative du travail qui est fait par les humains. Une évaluation habitée par des exigences, qu'elles soient éthiques et esthétiques. Oui, nous ne pouvons pas abandonner le monde de la culture au monde marchand complètement. Nous avons à y résister pour y dire que la gratuité, c'est la plus grande des valeurs, même si elle n'a pas de prix, précisément. Alors, puisqu'il nous faut lutter contre cette hégémonie, nous avons aussi à lutter, et au sein du monde artistique et culturel, ce n'est pas chose facile, pas plus qu'au sein du monde universitaire, contre la logique énoncée par le sociologue Pierre Bourdieu, il y a déjà longtemps, de la distinction. Dans un livre qui porte ce titre, La distinction, Pierre Bourdieu expliquait que globalement, la fonction de la culture n'est pas d'abord de satisfaire des besoins anthropologiques des humains, mais c'est de montrer à certains d'entre eux qu'ils sont supérieurs à d'autres. Nul, ni vous ni moi,
ne sommes encore aujourd'hui à l'abri de cette tentation. Ni l'artiste qui croit qu'il est supérieur au technicien, ni le technicien qui pense qu'il pourrait peut-être se passer de l'artiste, ni l'enseignant qui utilise l'artiste à son gré, ni le politique qui pense que sans lui rien ne pourrait se faire. Alors oui, contre la logique de la distinction, c'est celle de la coopération que nous devons promouvoir entre l'ensemble des acteurs, et c'est celle-là qui existe sur les territoires dont nous parlons cet après-midi. Une logique de la coopération où l'on se confronte ensemble, sans regarder l'autre de haut, à des tâches communes, enseigner et transmettre aux petits d'hommes tout ce qui leur permettra de devenir des petits hommes. S'atteler ensemble, malgré les différences culturelles, sociales, à ce qui nous réunit plutôt qu'à ce qui nous sépare, c'est-à-dire aux questions fondatrices auxquelles nous cherchons tous et toutes à avoir des réponses dans nos lieux différents, dans nos modes d'expression différents, dans nos cultures différentes. Ce sont les mêmes questions qui nous animent. Et dès que l'on est sur le registre des questions, on dépasse celui de la distinction parce qu'on découvre que les mêmes peurs, les mêmes angoisses, les mêmes craintes, les mêmes espoirs et les mêmes espérances nous habitent ensemble, et que si nous y apportons des réponses différentes, ce n'est pas un appauvrissement, c'est une chose superbe parce que cela nous permet de profiter ensemble des réponses que chacun apporte séparément aux questions que nous nous posons tous. Alors oui, contre la logique de la distinction, c'est celle de la coopération, c'est celle de la reliance, comme dit Edgar Morin, que nous avons à promouvoir. Et puis, si nous continuons à esquisser cette utopie de ces territoires transformateurs et à aller un peu plus sur le champ du directement politique, disons que contre toutes les formes d'externalisation et de marchandisation des services culturels, vous incarnez, vous luttez pour une culture de service public. Ce qui ne veut pas dire pour une culture nationalisée, mais pour une culture qui remplisse des missions de service public. Équité d'accès, mais pas seulement. Équité aussi dans la demande, dans la démarche que l'on met en route vers les uns et vers les autres. Nous avons à faire reconnaître que l'art et la culture sont des missions de service public et qu'en tant que telles, elles ne peuvent en aucun cas, bien sûr, être systématiquement marchandisée. Je vais conclure. Cette nouvelle utopie a du mal à prendre corps, mais vous êtes là pour lui donner vie. C'est le monde du désir partagé, où apprendre donne encore plus envie d'apprendre. Le monde de la culture inépuisable, où regarder donne envie de faire. Le monde de l'accès au symbolique, où l'exigence est en permanence présente et non pas la complaisance dans l'obscénité. C'est le monde de la valeur et non pas celui du prix. C'est le monde de la coopération et non pas celui de la compétition et de la distinction. C'est le monde du service public et pas le monde marché. Cette utopie, vous l'incarnez, vous l'avez déjà mise en œuvre, on en aura tout à l'heure des témoignages superbes. Ce n'est pas l'utopie de Thomas More, ce n'est pas l'utopie du moine Campanella, ces utopies de la fixité qui tournent sur elles-mêmes en reproduisant en permanence les mêmes mouvements et en assignant chaque individu à la même place. Ces utopies-là ne nous renvoient que vers le meilleur des mondes d'Huxley ou vers Orwell. Non, l'utopie pour laquelle vous militez, l'utopie des territoires transformateurs, c'est celle qui explore le possible, celle qui suscite des rencontres improbables entre ceux et celles qui jamais sans cela ne se seraient rencontrés, ici en particulier. C'est l'utopie qui organise des réseaux, non pas pour prendre le pouvoir ou pour se mettre au service des logiques de carrière, mais pour subvertir les critères traditionnels de la distinction, pour subvertir les logiques du marché qui font qu'on donne toujours aux plus riches. Parce qu'en matière culturelle et dans notre pays, mesdames et messieurs en particulier, la caractéristique de nos politiques, c'est d'arroser toujours d'abord là où c'est déjà mouillé. On touche, on regarde, et s'il y a déjà de l'argent, on en remet encore. Mais les territoires abandonnés, mais les gens qui n'ont pas accès à la culture, ceux qui ne savent pas remplir les dossiers, ceux qui sont livrés à eux-mêmes, loin des services publics, ceux-là, on les laisse assécher. Alors les utopies que vous construisez, ce sont celles qui rendent accessibles les villes invisibles dont parle Italo Calvino. Vous êtes une ville invisible. Vous êtes visible aujourd'hui dans ce théâtre, vous l'avez été pendant ces journées. Mais vous êtes une ville invisible contre les tentacules du monde marchand. Vous incarnez cette utopie contre la société du contrôle. Vous incarnez le courage. Vos initiatives témoignent que l'utopie est à portée de main dès lors qu'on accepte
acceptent de prendre le risque de se jeter à l'eau. Le philosophe Vladimir Yankelevitch disait « Il faut toujours prendre le risque. Il faut prendre le risque de commencer. » Et il ajoutait « On n'apprend pas. » Parce qu'il faudrait commencer à apprendre. Et on n'en finirait jamais. Il disait « Pour commencer, mesdames et messieurs, il faut simplement du courage. » Alors place aux courageux. L'avenir leur appartient puisque c'est vous. Merci de votre attention.